Commençons, messieurs, avec l'exercice politique obligé. Comme tous les 2 ans aux États-Unis, là, ce sont les élections de mi-mandat, évidemment, qui font partie, bien sûr, des rendez-vous électoraux les plus suivis de la planète, y compris par les investisseurs. Que retenir à ce stade des résultats qui ont été publiés, des extrapolations qu'on peut avoir sur la figure du nouveau Congrès américain et de ses implications pour un investisseur, Louis? C'est vrai que c'est toujours bien de remettre le contexte politique sur les marchés financiers. Mais nous, chez Gay-Lussac Gestion, vous vous rappelez, notre ancienne maison mère était Raymond James, donc un groupe américain. Donc c'est vrai que la politique américaine, pendant très longtemps, est un peu au cœur, très chez nous. Nos anciens stratégistes donc, de chez Raymond James nous expliquaient toujours que très souvent, c'était fait pour vendre du papier. Avant les élections, non, c'est vrai, les élections du mandat. Là, on nous expliquait aussi très souvent, avant qu'on allait être le président Trump ou pas qui allait être réélu, savoir si c'était les démocrates républicains. Mais on remarque que très souvent, il y a beaucoup de papiers, des grandes stratégies de grands groupes qui font, ça fait beaucoup tourner les portefeuilles. Il y a une littérature incroyable. Incroyable, et très rapidement, au bout de quelques jours après, tout est arbitré comme si rien n'était. Donc là, concernant ces élections mi-terme, on voit que finalement, ça n'a pas été le raz-de-marée attendu par les Républicains. Donc ils ont juste regagné la Chambre des représentants. On verra peut-être dans quelques semaines, même quelques jours, parce qu'il y a peut-être même quelque chose qui vont devoir revoter concernant le Sénat. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, c'est plutôt un statu quo. Donc on va voir peut-être qu'il n'y aura pas de blocage notamment. Mais ce qui va être intéressant, ce qui est un peu plus intéressant c'est pour le futur, c'est qu'on a vu qu'en Floride, donc Ron DeSantis a très bien remporté rapidement et ça pourrait être potentiellement... Donc gouverneur, parce que c'est des élections évidemment à multifacettes, représentants, sénateurs, mais il y a aussi beaucoup d'élections de gouverneurs pour les États. Ron DeSantis, qui était à un moment le fils spirituel de Donald Trump, on va dire ça, et puis visiblement la liaison s'est un peu brouillée entre les deux. La liaison s'est un peu brouillée. On a vu que maintenant, grâce à Elon Musk, l'ancien président Donald Trump est de nouveau sur Twitter, donc il a pu se exprimer. Il a dit qu'il allait parler le 15 novembre prochain. Donc on va voir un peu ce que ça a donné. Donc voilà, donc en tout cas, quand on revient sur les marchés, on a vu que les taux n'ont pas bougé, le marché ont très très peu bougé. Donc je pense que tout ça, c'est plus de la littérature et tout ça est arbitré très rapidement. On aurait pu avoir peur que si tous les républicains, si je veux dire les deux chambres étaient passées, la Chambre et le Sénat républicain, il y aurait pu avoir de nouveau un blocage parce que l'administration Biden aurait été complètement sclérosée. On aurait de nouveau reparlé l'année prochaine du plafond de la dette, on aurait de nouveau fait peur et comme à chaque fois, quelques heures avant, c'est toujours signé. Donc voilà, donc tout ça c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, en tout cas selon nous, avec l'expérience que l'on a en tant qu'ex-maison américaine. Et c'est ce que nous répétaient souvent nos stratégistes qui étaient assez bons là-dessus. Bon, non, mais c'est parfait résumé de la situation du point de vue des marchés. Quels sont les enseignements que vous retirez de ce rebond du mois d'octobre, peut-être en cours, en ce début de mois de novembre encore? Comment est-ce qu'il s'est construit? Avec quels arguments? Et puis on pourra évaluer un peu la solidité ou la fragilité des arguments qui ont conduit à la reprise des marchés d'actifs risqués, et notamment des marchés actions, et particulièrement des marchés européens. Peut-être enfin le retour en grâce de l'Europe et des vieilles économies. Et ça s'est un peu illustré aussi aux États-Unis. Pour la première fois, il n'y a jamais eu autant d'écart de surperformance du Dow Jones par rapport au S&P et au Nasdaq. Donc voilà, est-ce que ça a continué? Nous, on pense que oui. Pourquoi? Parce que clairement, la banquier centrale, on verra demain avec le chiffre de l'inflation, a clairement dit dans le fight de Fed, avant quand ils disaient qu'il ne fallait pas se battre contre eux, que les taux allaient rester bas, il fallait les écouter. Maintenant, ils ont clairement dit qu'il n'y aurait pas de pivot, que ça allait continuer. Donc, il ne faut pas se battre contre eux. Donc, toutes les valeurs à fort PE, vous avez beau avoir des Cathy Wood, des joueuses qui vous disent ça y est, c'est pas cher, le pivot va arriver. Non, les taux 2 ans est remonté à 4,72 jusqu'à quasiment 4,70. Même si le taux 10 ans est passé de 4,30, il est redescendu un tout petit peu. La Fed a clairement dit peut-être un peu plus doucement, mais plus longtemps. Donc c'est vrai que la probabilité maintenant pricée par le marché, qui était de 3/4 de points de hausse de taux pour décembre, c'est maintenant peut-être repassé à 50. Donc c'est ce qui a aidé pas mal le marché à remonter. Mais avec la remontée des hausses de taux qui devrait continuer, en Europe ça va être pareil, mais c'est plutôt les valeurs plutôt cycliques value qui reviennent vraiment sur le devant de la scène. Et toutes les valeurs, on va dire, qui ont connu des décennies de très forte croissance, donc vraiment connotées par le Nasdaq, sont toujours en sous-performance. Donc ça, clairement, on est rentré dans une nouvelle dichotomie et qui, selon nous, devrait continuer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que
On a vu, donc c'est vrai que les États-Unis résistent assez bien, mais en tout cas en Europe et dans pas mal de pays mondiaux, les PMI sont quand même bien depuis déjà quelques mois sous les enquêtes de conjoncture un peu avancées, oui. Donc en contraction. Donc clairement, les grands économistes ont commencé à acter cette baisse et cette future récession. En tout cas en Europe, c'est acté. Aux États-Unis, on verra si elle arrive ou pas, parce que ça résiste quand même bien avec les hausses de salaire, etc. Néanmoins, on va toujours expliquer que c'est souvent quand toutes les mauvaises nouvelles sont pricées et que les sociétés, bon, pour l'instant, qui résistent encore mieux en T3, sont mauvais, c'est à ce moment-là qu'il faut remettre du risque et un peu plus de cyclique value en portefeuille. Donc c'est ce qui s'est passé sur le mois d'octobre. Il y a eu le rebond. Après, c'était déjà tellement consensuel qu'il fallait être long dollar, long défensif, que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. On est revenu à la parité sur l'euro-dollar, et c'est plutôt les cycliques qui ont fortement surperformé les défensives. Néanmoins, on est toujours, selon nous, dans ce qu'on appelle un bear market rally, parce que le marché est encore fortement remonté, notamment par les bonnes publications du T3. C'est après comme le T2, le deuxième trimestre, les publications étaient bonnes, mais le mal, là, on rentre vraiment dans le mur, ça y est, c'est le quatrième trimestre et les prochains mois de l'année prochaine. Donc pour le moment, la plupart des sociétés publient bien au troisième trimestre, mais s'engagent très très peu sur le quatrième trimestre. Il y a encore comme beaucoup de signes avant-coureurs, comme encore FedEx qui a encore dit hier qu'elle clouait ses avions au sol parce que la demande ralentissait. Vous avez vu que pour le moment, ça commence à arriver, mais c'est encore ça. L'emploi aux États-Unis tient bien. Donc c'est vrai qu'on a vu que dans la tech, chaque jour, là aujourd'hui, vous parlez là, tout à c'est l'heure Meta, de Meta avec c'est spectaculaire. Enfin, c'est spectaculaire dans le sens où on n'a jamais vu de plan de licenciement dans la tech depuis une génération, en tout cas depuis le cycle des 10-15 dernières années, et certainement pas des plans, en tout cas, de cette ampleur. Oui, mais ça y est, l'argent facile est fini, les niveaux d'évaluation sont dégonflés, il y a eu énormément d'argent qui sont arrivés, je pense que maintenant il faut refaire des comptes, et donc c'est plutôt bon signe si ça se fait doucement, mais en fait ce qu'il ne faudrait pas, c'est que tout ça fasse chuter l'économie brutalement. Mais si ça se fait doucement et que ça se rétablit petit à petit, pendant ce temps-là, en plus avec une Fed qui se durcit et qui récupère un peu d'argent, c'est plutôt assez sain. Bon, on verra bien dans le passé si une fois de plus la Fed a cassé trop fort la machine ou pas, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais là, pour le moment, ça tient la route, donc on verra ce que nous dit l'avenir. Si ce train-là est en train de ralentir, on dit qu'il y en a un autre qui est en train d'accélérer peut-être, c'est celui de la récession. Et ce train-là, peut-être que le marché ne l'a pas encore bien anticipé d'une certaine manière. Le problème des analyses sell-side, c'est que même si leurs stratégistes disent qu'il y a un scénario macro à la baisse, eux, tant qu'il n'y a pas eu un communiqué officiel, c'est pour ça qu'ils sont toujours en retard. En fait, c'est pas qu'ils sont mauvais ou quoi que ce soit, c'est que eux, on ne peut pas dire tiens, j'anticipe que le marché va faire ça. C'est pas la même temporalité. Voilà. Donc les buy side, nous, on le fait nous-mêmes, on l'a fait l'analyse, et c'est pour ça qu'il y a toujours ce côté un peu inertie qui est très lent. C'est pour ça que nous, on rejoint. On pense que c'est un énième bear market rally, et surtout sur le fameux pivot. En fait, ce qui est assez inquiétant, notamment la fameuse baisse de taux anticipée pour l'année prochaine qu'on dit, c'est que Jérôme Powell dit clairement non. En plus, Christine Lagarde dit la même chose en disant c'est pas parce qu'il y a une récession en Europe que l'inflation va rebaisser. Parce que là, d'après encore des grands groupes, le pic d'inflation en Europe est même peut-être devant nous pour janvier-février. On pourrait même monter à 12% selon certains en disant attention. Et donc je ne vois pas comment on va redescendre à 2. La dernière fois, je crois que dans les études, je crois qu'il faut entre 3 et 4 ans pour pouvoir revenir, une fois qu'on dépasse les 7-8%, pour pouvoir revenir à un niveau à peu près correct. Donc je ne vois vraiment pas comment un pivot pourra arriver. Et nous, dans notre théorie, c'est un peu de dire, c'est que pour la première fois depuis 15 ans, on va revenir dans un prochain cycle économique classique, comme on a vu dans le passé, avec l'inflation, remontée du chômage. Et donc, dans ces cas-là, c'est plus du tout les valeurs. C'est pour ça que les taux rebaisseront à peine. Et c'est pour ça que les valeurs du Nasdaq, où tout de suite, comme au mois de juillet, on a vu pivot remonter, je pense qu'il y aura peut-être encore des faux départs sur les valeurs fort PE, mais clairement, dans le contexte actuel, nous, j'invite vraiment les gens qui nous regardent à plus du tout d'avoir ces valeurs fort PE. Parce que quand vous avez regardé après la bulle Internet, qu'est-ce qui est remonté dans le cycle mars 2003-2007, c'était plutôt les values et les cycliques et les small caps. Et aussi par les small caps qui, elles, aujourd'hui ne surperforment pas parce qu'il y a ce vrai problème de liquidité, personne n'en veut. Mais aujourd'hui, sur tous les ratios, sur les small caps que vous regardiez aux États-Unis ou en Europe, en PE relatif, en price to book, vous savez même ce qui est intéressant, c'est qu'on a le price to book parce que c'est
un indicateur qui est bilanciel et non de compte de résultat, donc peu importe la baisse des BP en attente, on est revenu par exemple sur les small caps en Europe à une fois le price to book. La seule fois, donc c'était en ligne avec 2011-2012. On paye une fois la valeur des actifs tangibles de l'entreprise. Exactement, donc ça veut dire qu'on n'anticipe plus de croissance, plus rien du tout, juste la valeur fin d'activité, à l'instant T. Voilà, fin d'activité, exactement. La seule fois où c'est là en dessous, c'était en 2008-2009, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous autour de la table à dire que la crise actuelle qui arrive n'a rien à voir, les bilans de la société vont bien, mais le vrai souci, c'est que ces bénéfices par action qui ne se révisent pas encore à la baisse. Parce que le problème, c'est qu'en plus, on a eu des marges entre 21 et 22 quasiment records, qui n'a été jamais vu. On a des marges historiquement élevées. Et entre tous les coûts des intrants qui arrivent, même s'il y a de l'inflation qui rebaisse, je suis d'accord, sur la partie goods, sur la partie biens, sur la partie services, on l'a encore vu, peut-être on le verra demain sur les loyers, mais tout ça, il y a encore une inflation embarquée qui va durer encore longtemps. Donc je ne vois vraiment pas comment les sociétés vont tenir. Aujourd'hui, au troisième trimestre, les publications étaient plutôt bonnes en Europe. Pourquoi ? Parce que le premier round de l'inflation, c'est facile, c'est le chiffre d'affaires en plus. Parce que vous augmentez les prix, c'est facile, on a vu toutes les publications. Wow, super croissance organique positive. Mais néanmoins, ça ne se retrouve pas complètement dans le bas de PNL, donc parce que le levier opérationnel est assez faible, parce qu'il y a quand même pas mal de coûts en face. Mais sauf que là, on va arriver, donc quatrième trimestre et début d'année prochaine, où certaines hausses de prix seront plus du tout possibles, où les hausses de prix seront largement décompensées, je ne sais pas si on peut dire comme ça, par des baisses de volume. Oui. Donc là, si la demande ralentit et les coûts augmentent, votre squeeze va être double. Donc attention quand même à certaines sociétés pour le T4 et pour le début de l'année prochaine. On commence d'ailleurs à avoir ce schéma dans les résultats de certaines entreprises. J'ai Michelin en tête, mais d'autres, où effectivement on a une progression toujours du chiffre d'affaires en nominal. Il y a des effets de devise en plus qui peuvent jouer favorable. Mais quand on regarde les volumes de Michelin, ils sont en baisse. C'est toujours pareil. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a une vraie dichotomie dans les marchés aujourd'hui. C'est que les valeurs cycliques ont peut-être... Voilà, après, il faut faire la différence entre cyclique qualité et cyclique, les valeurs surendettées. Donc ça, il ne faut surtout pas y toucher. Mais c'est vrai qu'il y a quelques valeurs cyclique de qualité. On a tellement anticipé un marché de mauvaises choses, problème, notamment dans l'automobile, en disant oh là là, si on peut plus produire, il n'y a plus d'EBITDA avec le coût de l'électricité. Il y a même des sociétés qui en ont parlé en disant moi je vais plus pouvoir produire dans ces cas-là. Et c'est vrai que le mois de septembre était catastrophique. Et comme par hasard, qu'est-ce qui a rebondi le plus ? Ce sont ces valeurs-là, notamment au mois d'octobre. Non, finalement les choses n'ont pas tellement bougé. Entre la baisse des prix et la baisse des earnings et des perspectives bénéficiaires, ça reste cher. Oui, en fait, ça reste hyper cher parce que quand vous avez les taux réels négatifs, ou quand vous dites plus les taux étaient bas, plus la valeur future était infinie sur les cash flows futurs. Mais le problème, c'est que chaque taux qui remonte a un impact direct sur le coût du capital quand vous actualisez vos flux de trésorerie. Et bien, c'est fou. En fait, c'est l'effet de levier. Il était tellement tendu à la hausse quand vous le faites à l'inverse, c'est dramatique. Et c'est pour ça qu'on voit certaines sociétés qui ont encore des PE assez faibles. Donc le coût du capital était tombé de temps en temps à 4 ou 5% pour pouvoir justifier les valorisations. Et donc chaque 100 points de base d'augmentation, c'est tout de suite moins 20 ou moins 30% sur le target price futur de chaque action. Donc attention toujours sur ces actions, sachant que le pic d'inflation n'est toujours pas devant nous. Donc s'il y a toujours des taux qui continuent à arriver, on a vu aussi le problème, ce qui s'est passé en Angleterre, même si on en parle un peu moins, si ça se propage un jour à l'Europe, si je sais pas, rappeler tout ce que la France doit refinancer cette année, s'il y a un jour un petit problème sur la dette à la limite italienne, française, peu importe, et que ça s'écarte, tout de suite les valeurs fort PE, de nouveau, chuteront. La correction a été faite, à la limite, je dis pas, en effet, nous on rejoint aussi, c'est que nous on préfère chercher belles valeurs de qualité qui étaient peut-être trop chères, parce que pendant des années, il y avait des gens qui avaient emprunté quasiment gratuitement et qui étaient allés acheter du Nestlé, du L'Oréal, du LVMH. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces flux ne sont pas encore complètement sortis. Donc c'est la seule crainte où il faut encore faire un peu attention. Mais clairement, c'est vrai que c'est cette telle dichotomie sur les marchés. Il y a des choses qui vont devenir assez intéressantes pour 2023. Mais c'est toujours le problème de cette inertie, c'est qu'on attend toujours que ces fameux bénéfices par action reviennent un peu à la baisse pour pouvoir y aller. Donc oui, on verra demain le chiffre, donc jeudi. Du CPI, l'inflation américaine, donc, bien sûr. C'est vrai que ça va beaucoup jouer, mais je pense que clairement, il ne faudra pas jouer le pivot trop tôt. Bon, ça rejoint un peu votre point, mais qu'est-ce qui manque pour que le marché se réintéresse au small cap ? C'est vraiment qu'une question de liquidité. Aujourd'hui, les large caps surperforment les mid, qui surperforment les small et qui surperforment les micro caps. Aujourd'hui, les micro caps, je crois que l'indice européen, il est à moins 27%. Quand on regarde le CAC 40, l'Eurostoxx, on est dividende. Moins 10, moins 10, moins 15. Ouais, donc une telle décote, c'est quasiment jamais arrivé.
sachant que ça fait plusieurs années de sous-performance. Donc, bon, on rappelait quand vous preniez l'année 2000, quasiment 2020, sur les 20 dernières années, il y avait eu une surperformance du small cap par rapport à large cap, je crois, 17 ou 18 années sur 20. Là, sur les 5 dernières années, il n'y a eu qu'une année de surperformance, je crois que c'était 2020 de mémoire. Donc, bon, c'est ça. Donc, la problématique, c'est que très souvent, il y a une image un peu biaisée des gens qui disent que les small caps s'adaptent moins facilement que les large caps en période de crise, ce qui est assez faux. On a vu que pendant le Covid... Là, on parle des entreprises. Oui, des entreprises small cap. Parce que quand on parle de small cap, on ne parle pas non plus la mini TPE de 6 personnes. Non, là, il y a peut-être c'est des entreprises qui sont parfois bien installées, effectivement. Des sociétés bien établies, qui ont, pareil, du pricing power, de l'agilité. On l'avait vu pendant le Covid, avec toute la productivité qu'ils ont pu faire, le télétravail. Donc non, moi, je ne suis pas d'accord en disant que les small caps sont plus fragiles, surtout que c'est des sociétés qui ont comme passé beaucoup de crises récemment et qui ont des bilans très sains. Donc ça n'a strictement rien à voir avec 2007-2008 où c'est vrai que les sociétés étaient très, très leveragées. Il y avait eu des opérations au haut de bilan partout, avec des goodwill super importants. Aujourd'hui, vous regardez l'ensemble des sociétés, je pense que c'est un peu pareil dans les large cap, les bilans des sociétés, dans la majorité, sont quand même assez saines. Il n'y a pas des goodwill à tout va, il n'y a pas eu des acquisitions en haut de marché à des prix déraisonnables ou d'avoir des dépressions de goodwill. Il y en a eu quelques-unes sur les sociétés un peu .com qui arrivaient. On a vu encore avec Deleuze qui a déprécié une petite activité, mais ça reste tout petit encore. Donc c'est pour ça. Mais comme souvent, c'est ce problème de flux de liquidité et ce problématique donc, qui va arriver, c'est toujours cette inertie dans le temps. Donc là, voilà, on a un énième marché rebondi, personne n'en veut, tout le monde se regarde, personne ne bouge trop, il y a très très peu de volume sur les marchés. Donc, ce qui était un peu embêtant, c'est qu'avant, on s'était dit, tiens, chic, la dernière hausse des taux de la Fed, ça allait être en début d'année prochaine. Et puis là, maintenant que le nouveau discours de la Fed... On reporte encore un peu cette idée-là. On va monter moins, mais plus longtemps. Une question de patience, quoi. Voilà. Donc oui, c'est ça ce qui est compliqué. Parce que tant que la Fed nous dit qu'ils vont augmenter ses taux, c'est délicat d'aller acheter du 2 ans ou du 10 ans. Bon, même si la remontée des taux, si vous êtes patient, quand même acheter du 4,7 aujourd'hui, c'est quand même sympa. Mais le problématique, c'est que si l'euro remonte, tout ce que vous avez gagné sur les taux, vous pouvez le perdre sur le change. Donc c'est vrai que c'est pas évident, les gens sont un peu perdus. Et on va attendre, mais clairement, pour 2023... Ouais, on prépare les coups d'après. J'entends. Clairement, je suis prêt à prendre le pari, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, que ce rebond qui sera cyclique et tout, et de nouveau, je suis prêt à parier que le Nasdaq sous-performera, par exemple, le Russell 2000, ou que les valeurs small cap feront beaucoup mieux que le CAC 40, puisque le CAC 40 a quasiment pas baissé cette année. Louis, vous m'avez proposé d'évoquer la fin de partie pour FTX, parce que c'est comme ça qu'on peut le commenter aujourd'hui. Donc FTX, qui est une des plus grandes plateformes d'échange au monde, derrière Binance, je pense qu'ils sont peut-être numéro 2 aujourd'hui dans le monde, et notamment sur le marché américain. Juste pour parler, en fait, de la fin des valorisations un peu débiles et de l'argent un peu gratuit. On en parlait tout à l'heure des licenciements dans les grandes boîtes de tech. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que la plateforme FTX avait été valorisée, je crois, 18 milliards et était montée jusqu'à 32 milliards en janvier, avec, comme d'habitude, SoftBank qui fait toujours des bons coups. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que donc, Binance, qui est censé les racheter, c'était 2 très bons copains. Vous savez, donc c'est Sam, le milliardaire des tous les millenniums, qui se fait surnommer SBF pour ses initiales. Et Binance, je crois que c'est CZ selon le nom du créateur. Et en fait, c'était 2 copains et donc Binance avait investi dedans. En échange d'actions, ils avaient reçu pour, je crois, 580 millions de la crypto-monnaie de FTX. La FTT. Voilà. Le problème, c'est que là, non, ils sont devenus ennemis, sauf que Binance a commencé à dire je vais vendre fortement toutes mes actions dessus, et c'est ce qui a entraîné un mouvement de liquidité massif de sortie, donc tous les gens qui étaient sur la plateforme en pensant qu'elle allait faire banqueroute, et donc aujourd'hui, la crypto-monnaie perd quasiment 75%, mais surtout entraîne toutes les autres cryptos. Ouais. Donc je pense que les deux se sont tirés quasiment des balles dans le pied tous les deux, parce que c'est quasiment tout le marché et la crédibilité qui était peut-être assez... C'est bon fragile. Pour personne, là, ce qui s'est passé. C'est bon pour personne. Et voilà, donc c'est vrai que c'est à la limite tant mieux pour l'économie indienne, parce que quand le patron de JP Morgan depuis longtemps disait que ça valait rien, c'est vrai qu'une fois de plus, on voit qu'à la prochaine peut-être Credit Crunch, il ne faut pas oublier que tout ça repose sur la confiance. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage, et tout ça, quand même, ça reste très... C'est un apprentissage qui se fait dans la douleur. Voilà. Mais c'est quand même une leçon déjà. Belle leçon.